Alors bonjour à toutes et à tous. Merci Anthony pour cette... oui, mon micro est allumé. Oui, tout fonctionne. Merci Anthony pour cette invitation. Donc comme tu l'as dit, je m'appelle Thomas Marchand, je vis à Besançon, pas très loin d'ici. J'enseigne à Nancy et je suis graphiste, type designer et donc enseignant depuis le début de ma carrière, si on peut dire. J'ai étudié aux Beaux-Arts de Besançon et ensuite j'ai rejoint l'Atelier national de recherche typographique basé à Nancy qui venait d'emménager à Nancy un an plus tôt. D'ailleurs, je crois que c'était l'année après moi, Laurent, que tu étais à la NRT pendant 2 ans. On s'est rencontrés là-bas. Et donc, l'atelier national de recherche typographique, comme Anthony vient de vous le dire, c'est un troisième cycle. Donc, il y a un cycle de postmaster qui dure 2 ans, qui est diplômant. Les livres des ECTS, tout ça, machin. Un diplôme qui s'appelle le diplôme de spécialisation et d'approfondissement. C'est là, je vous le précise parce que c'est une nouveauté. Mais l'atelier donc, qui a emménagé en 2000 à Nancy a une histoire beaucoup plus longue, puisqu'il a été créé en 1985 à l'Imprimerie nationale, qui était à l'époque à Paris, pour répondre à une situation préoccupante à l'époque, qui était la disparition de la typographie, l'industrie typographique en France. Alors, qu'est-ce que c'est que la typographie? Qui parmi vous situe ce que c'est que la typographie? Juste pour... OK. Euh, alors, on va dire une définition que j'apprécie, c'est Gerrit Nordzij, un enseignant calligraphe néerlandais, disait la typographie, c'est écrire avec des lettres préfabriquées. C'est qu'à un moment, on a trouvé le moyen technique de reproduire mécaniquement l'écriture. Et c'est l'invention de Gutenberg. Gutenberg invente pas l'imprimerie. On imprimait beaucoup de choses avant Gutenberg. Il invente la typographie, un procédé qui permet de reproduire l'écriture humaine et surtout de reproduire les textes en plusieurs exemplaires. Ça prenait pas mal de temps de composer un texte en plomb. Peut-être que les étudiants de la Aide ont vu des caractères en plomb que j'ai pu voir ce matin au sous-sol. Mais voilà, l'avantage, c'est qu'on pouvait produire les textes en plusieurs exemplaires. Ça, c'est la révolution de Gutenberg au milieu du XVe siècle. Et cette technique typographique inventée par Gutenberg, qu'on appelle l'impression avec des caractères mobiles, des caractères en métal fondu, va rester relativement stable jusqu'au milieu du 19e siècle. Donc l'invention de Gutenberg reste quasiment inchangée jusqu'à ce qu'on trouve le moyen de mécaniser cette opération d'assembler les caractères un par un. On mécanise ça pour répondre à tout un tas de facteurs de l'accroissement des tirages, l'accroissement de la vitesse d'impression, le développement de la presse, etc., etc. Mais voilà, pour situer, on a fabriqué des livres de la même façon du 15e à la fin du 19e siècle. L'impression typographique avec des caractères en métal disparaît progressivement au XXe siècle. Au milieu du XXe siècle, elle est remplacée par une technique qui s'appelle la photocomposition. On utilise cette fois un procédé photographique pour reproduire le texte. Et par la suite, 20, 30 ans plus tard, ce sera l'apparition du numérique qui va, comment dire, achever la dématérialisation de la technique typographique. C'était une introduction rapide pour vous situer voilà, comment on reproduit des textes depuis 5 siècles. Au XXe siècle, donc, deux révolutions technologiques successives, photocomposition puis numérique, vont mettre à mal l'industrie qui doit s'adapter. Et en France, cette adaptation, c'est pas très bien faite, à tel point qu'à la fin des années 70, il n'y a plus une seule fonderie. On appelait ça encore des fonderies, même s'il n'y avait plus de métal. Il n'y a plus de producteurs de caractères en France. On ne crée plus de caractères typographiques en France, alors même que ça a toujours été un pays phare, un pays majeur de la création typographique. Il y a peut-être des noms qui vont évoquer quelque chose, Garamond, enfin, Didot, des gens comme ça. C'est des grands noms de la typographie et c'est des créateurs français. Donc, constatant cet état de fait, au milieu des années 60, à la fin des années 70, pardon, il y a les pouvoirs publics qui s'emparent du sujet et l'Atelier national de création typographique va répondre à cette situation de crise pour former une nouvelle génération de créateurs typographiques pour relancer cette pratique en France. Donc c'est ça, voilà, pour vous situer le contexte de création de ce
qui s'appelait à l'époque l'Atelier national de création typographique, donc ANCT, à l'Imprimerie nationale. Aujourd'hui, ce n'est plus à l'Imprimerie nationale. Entre-temps, ça a déménagé à l'ENSA de Paris. Aujourd'hui, c'est à l'ENSA de Nancy, dans un nouveau bâtiment, sur un nouveau campus, campus Artem. Et cette école, c'est donc l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy, une école nationale. On est au dernier étage, dans un grand open space, comme ça. On accueille chaque année 6 étudiants-chercheurs du monde entier. On va voir la dimension internationale un petit peu plus tard. 2 promotions, plus des doctorants. Donc, on est entre 12 et 15 étudiants dans l'atelier. C'est pour vous situer un peu la structure. Encore une fois, voilà, j'ai eu la chance d'intégrer ce post-diplôme au début des années 2000, quand c'était une plus petite structure. Aujourd'hui, ça a pas mal progressé. Depuis, ma pratique, elle s'inscrit entre le design graphique et le design typographique, c'est-à-dire que je fais un travail de graphisme, on va dire, traditionnel, mais je crée aussi des polices de caractère. Alors, les polices de caractère, c'est ce que vous avez sur vos ordinateurs, c'est l'essentiel des textes que vous lisez aujourd'hui, quotidiennement. La plupart du temps, ils ne sont pas écrits à la main et sont soit imprimés, soit affichés sur écran à l'aide de polices de caractère. Ces polices de caractère, elles ne tombent pas du ciel. Elles ont été dessinées par des gens avec un certain nombre de moyens et de principes graphiques. Et je vous propose aujourd'hui, de manière, j'espère, assez simplifiée, mais vous pourrez poser autant de questions que vous voudrez à la fin, vous guider un petit peu dans ce que c'est que créer des caractères, donc préfabriquer de l'écriture. D'abord, je vais m'attacher à la question du... Ah oui, il faut que je ferme ça. Est-ce que je vais réussir à attraper la croix? Ouais, merci. Non, mais moi, ça me gêne aussi. Alors, je continue. Tac, tac, tac. Il faut que j'aille là, je crois. Voilà. Alors, parlons d'écriture. Je crois qu'il y en a parmi vous qui sont en histoire de l'art, non? Okay. Là, on m'a promis qu'il y avait des étudiants d'histoire de l'art qui assistaient. Ok. Ok. Donc là, voilà. Parlons un petit peu d'écriture ancienne. Là, on est dans le premier tiers du 7e siècle, après Jésus-Christ, bien avant Gutenberg et bien avant l'imprimerie. À l'époque, tous les textes les livres sont manuscrits. Les livres sont entièrement écrits à la main. Donc, il y en a peu de copies. C'est extrêmement précieux. Il n'y a pas de papier non plus. C'est du parchemin. Donc, ça veut dire que chaque feuille, c'est un animal, n'est-ce pas? Une peau d'animal. Donc, voilà. Pour vous donner une idée de la production du livre, ce n'est pas du tout la même chose. Où est-ce qu'on écrit? On écrit déjà beaucoup moins qu'avant, beaucoup moins qu'à l'Antiquité, par exemple. Une grande majorité de la population à l'Antiquité, à Rome, était alphabétisée. Ce n'est plus du tout le cas au Moyen-Âge. Là, on est dans des scriptoriums, donc les lieux dans les monastères où on écrit. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Des textes sacrés, la Bible, évidemment, et puis voilà, différents textes liturgiques, tels que ce lectionnaire qui est composé à Luxeuil. Donc, il se trouve que Luxeuil, c'est pile entre Besançon et Nancy. J'ai un mi-chemin. Je passe devant tout le temps en allant au travail. Et c'est une toute petite ville. Hein. Et il existe une écriture spécifique à Luxeuil qui est née dans le monastère de Luxeuil au 7e siècle. Et c'est une écriture extrêmement rare parce qu'il n'y a que 40 documents dans le monde, dans l'histoire, où on la trouve. Et il y a très peu de pages qui sont écrites dans cette écriture-là, mais pourtant elle est très connue par les historiens de l'écriture, qu'on appelle les paléographes, parce qu'elle est très singulière et c'est la première écriture minuscule livresque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà minuscule parce que au début, on n'écrivait pas en majuscule et en minuscule. Il n'y avait que des formes majuscules. Les inscriptions antiques, romaines par exemple, on voit des lettres capitales, celles qui sont gravées. Mais il va falloir attendre assez longtemps, la fin du XIe siècle, pour qu'on commence à mélanger des formes majuscules et des formes minuscules dans l'alphabet latin. Mais jusqu'alors, il n'y a qu'une seule classe, qu'une seule catégorie de lettres. Et ces lettres vont passer progressivement d'une forme majuscule à une forme minuscule. Et cette écriture de Luxeuil, c'est un espèce de tournant dans la forme de l'écriture.
Et c'est une écriture qui se développe très localement dans ce monastère par l'influence de Saint Colomban, qui, lui, a traversé toute l'Europe. D'ailleurs, on lui attribue, je crois, la première mention du nom Europe en tant que continent. Il est passé de l'Irlande jusqu'à la Toscane. Il a fondé plusieurs monastères, dont Luxeuil, qui était très important à l'époque. Bref, je débusque cette écriture, ça m'interpelle, me dit, ah tiens, est-ce que quelqu'un a eu l'idée d'en faire une fonte numérique? Pour voir. Je tombe sur, j'ai trouvé 3 fontes, je crois, dont celle-ci, d'un brave paléographe, épouvantable caractère, où manifestement, le brave homme a pris des scans des manuscrits et les a vectorisés automatiquement. Je trouvais que ça ne rendait pas tellement honneur à la grâce de cette écriture. Et puis une autre, un peu mieux développée, d'une fonderie spécialisée dans ce genre de restauration de modèles anciens, qui s'appelle Agdage Luxeuil, donc de la fonderie Flatite. Mais pareil, elle ne m'inspirait pas trop confiance parce que je ne lui trouvais pas trop de similarité avec le modèle historique. Un ami paléographe, Mark Smith, m'a mis sur la piste de ce manuel de calligraphie paru dans les années 1980, un manuel de calligraphie médiévale où il y avait un modèle d'écriture de Luxeuil. Et manifestement, c'est là que cette fonderie est allée s'inspirer. Donc, ce n'était pas vraiment restaurer le modèle historique, mais restaurer l'interprétation contemporaine de ce modèle historique. Je n'étais pas très content du truc. Donc, bref, je me suis dit, tiens, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de redessiner une fonte qui adapte cette écriture de manière numérique? Alors, comment ça marche, une fonte numérique? Je te parlais de police de caractère, j'utiliserai plutôt le terme de fonte numérique. Donc, fonte, encore une fois, c'est un terme qui nous est parvenu du moment de la technique de Gutenberg quand on utilisait du métal. Aujourd'hui, c'est des fichiers, c'est même exactement des courbes de Bézier. Chaque forme sont déterminées par des points qui sont dans des enfin, placés dans des coordonnées. Vous voyez qu'il y a les coordonnées non seulement des points en question, mais aussi de leviers qui partent de ces points qui vont permettre de transformer ces segments en courbes. En positionnant ces points, on obtient donc les contours noirs des lettres qui sont inscrites ensuite dans des espèces de cases virtuelles, hein, mais ces lettres noires sont inscrites dans des cases blanches qui sont elles-mêmes, qui se succèdent lorsqu'on les saisit au clavier. Donc voilà, vous pouvez voir en haut les lettres en question dans la partie supérieure de l'écran, leur largeur totale, l'espace vide à gauche, l'espace vide à droite. Donc un designer, quand il dessine une fonte, il va non seulement déterminer les formes noires, mais aussi la quantité de blanc qu'il y a de part et d'autre pour que le mot forme un ensemble cohérent et régulier. On peut aussi programmer la fonte petit à petit à l'intérieur pour déterminer son comportement comme un espèce de mini-logiciel. Là, par exemple, il se passe quelque chose, c'est que dans le manuscrit original, je ne sais pas si vous l'avez repéré, il y a beaucoup de lettres qui sont liées, collées les unes aux autres. Et ça, on peut le reproduire à l'intérieur de la fonte en disant, remplace telle suite de lettres par ce signe-là qui correspond à ces 3 lettres collées. Donc là, ce qu'on appelle une ligature, et on voit là les 3 lettres EST qui forment une ligature EST. Et on peut en mettre autant qu'on veut. Là, dans cette fonte, là, c'est toujours la fonte à guedage, là, qui intégrait toutes ces ligatures-là. Je ne suis même pas sûr qu'il y a toutes les ligatures qu'on trouve dans le manuscrit original, mais en tout cas, voilà, il y en a plusieurs dizaines qui sont intégrées dans la fonte. Retour au manuscrit, voilà le seul livre entièrement composé dans l'écriture de Luxeuil. Il est à la BNF, le lectionnaire de Luxeuil, donc écrit à Luxeuil. Il fait 500 pages, à peu près format un peu plus petit qu'A4, entièrement écrit dans cette magnifique écriture de Luxeuil qui regorge de ligatures. Ça, c'est comme ça que je l'ai interprété vectoriellement, en faisant une fonte, pour essayer de retrouver la couleur du caractère. Alors, quand on parle de couleur, c'est une espèce de densité comme ça, pour essayer de retranscrire fidèlement l'aspect du texte. Alors, vous voyez le texte en noir, sa transcription en bleu en dessous, c'est du latin, évidemment. Vous voyez que les S
en fin de mot, ont cette espèce de forme de F, on appelle ça des S longs, et surtout, il y a beaucoup de ligatures. Beaucoup de ligatures qui vont lier 2, 3, jusqu'à 4, voire 5 lettres ensemble. Ça donne quelque chose d'assez virtuose comme ça. Les montantes, les descendantes, il y a 2 étages en fait, pour monter ou descendre. Et voilà une lettre de base comme un N. Alors, j'aurais pu la dessiner comme on a vu le G précédent en déterminant les contours. Mais ce que j'ai préféré faire, c'est tracer le squelette intérieur. Parce qu'en fait, cette forme de lettre-là, elle est tracée à la plume au départ. Et pour comprendre cette écriture, j'avais d'abord pratiqué la calligraphie pour m'imprégner en quelque sorte de ce modèle d'écriture. Et le mouvement que fait la plume, c'est ce trait bleu. Le trait bleu, c'est le mouvement de la plume. Et ce que j'ai fait, j'ai habillé ce trait bleu avec une forme elliptique qui simule l'épaisseur de la plume. À l'époque, on n'utilisait pas un stylo-bille monolinéaire, mais une plume plate qui crée un plein et un délié, donc une variation d'épaisseur dans le trait que j'ai simulé là de façon numérique. Et en faisant ça, c'était déjà un gain de temps en termes de dessin, mais c'était beaucoup plus dynamique parce que je pouvais changer les paramètres de l'outil, élargir un petit peu sa taille, modifier son contraste, c'est une espèce de forme elliptique comme ça, et ça me permettait donc de dessiner les lettres de manière plus dynamique, encore une fois. Comme je vous disais, il y a des remplacements qui se font automatiquement. Il y a une ligature GR, GRE, GRES, on est déjà à 4 lettres. Après, GREST, parce qu'on ne peut pas faire des ligatures de 10 lettres non plus. Au bout d'un moment, de toute façon, le copiste a besoin de recharger l'encre sur la plume, donc on est bien obligé de s'interrompre à un moment. Et voilà, donc là, on voit comment les mots se composent. Donc c'est un espèce de défi technique de faire une fonte qui qui parvienne à retranscrire ce rythme d'écriture. Comment ça se passe? On a vu qu'un principe de base serait de faire une ligature. Donc créer pour ces 2 signes-là un 3e signe alternatif qui apparaît au moment où ces 2 lettres se succèdent. Donc un remplacement contextuel. Au lieu de ça, je me suis inspiré du fonctionnement de la typographie arabe, l'écriture arabe. Quelqu'un parmi vous connaît l'écriture arabe? Super. Alors, vous êtes sûrement conscient qu'en arabe, une lettre peut avoir 4 formes différentes. Déjà, il n'y a pas de majuscule et de minuscule, il n'y a pas ce genre de distinction. Une lettre va changer de forme selon qu'elle est en début de mot, en milieu de mot, en fin de mot ou isolée. Donc, ces différents états du signe sont un peu ce que j'essayais de reproduire avec cette écriture richement ligaturée. Donc, en m'inspirant du fonctionnement de l'écriture des fontes arabes, des fontes numériques arabes, j'ai fait donc des lettres qui ont des suffixes, là, initiales ou terminales, qui vont se coller automatiquement et créer des ligatures automatiquement, sans avoir à démultiplier le nombre de cases dans la fonte, ce qui est commode, mais quand même assez statique. Là, potentiellement, toutes les ligatures peuvent se créer automatiquement. Donc, vous voyez ici une ligature ER ou FR. Vous voyez bien que le R ne change pas. Et ce qui a changé, c'est la lettre qui vient s'accrocher dessus. Et je peux aussi avoir des lettres finales, enfin initiales, médiales, finales. Et vous voyez que cette ligature, elle est faite en fait de 3 lettres. Ce n'est pas un signe alternatif, c'est 3 lettres qui sont faites pour s'enchaîner. Donc, ça, c'est une façon de faire de la typographie. Là, j'ai commencé par ce projet-là parce que ça me permettait de revenir en arrière sur l'origine manuscrite et calligraphique en fait, de l'écriture. Mais ce genre de phénomène est relativement rare. Cette expérimentation de simuler la calligraphie avec un outil virtuel est loin d'être, disons, la règle, mais c'est voilà, l'introduction au chemin que je voulais au parcours auquel je voulais vous inviter. Une autre façon de faire, c'est de dessiner par les contours, quelque part en sculptant les lettres, comme sculptait
les graveurs de poinçons. Donc, historiquement, ce qu'invente Gutenberg, qui était orfèvre, c'est une manière de graver les lettres, des poinçons. Ces poinçons sont frappés pour produire une matrice qui va porter l'empreinte en creux de la lettre. Et avec cette matrice, on peut fondre des caractères en plein d'exemplaires. C'était ça son invention, la typographie. Ça permettait, à partir de ce poinçon qui est l'original de la lettre, avoir plein d'exemplaires de cette lettre. Parce qu'évidemment, si vous voulez composer la Bible, c'est le premier livre imprimé par Gutenberg, il fallait beaucoup de A et beaucoup de toutes les lettres. Il y a, je crois, 2 millions de lettres dans la Bible à 42 lignes. Donc, ça demande pas mal de travail. Donc, ce travail de gravure s'apparente à celui de la sculpture, c'est-à-dire qu'on va tailler, retrancher de la matière sur une tige en métal pour former les lettres. On a étudié ça, alors là je vais vous parler plus de la NRT, à l'intérieur d'un programme de recherche qui s'appelle Gothico Antiqua, enfin ça c'est son nom de code, mais Gothico Antiqua proto-romain hybride, qui était un programme de recherche pour explorer qu'est-ce qui se passe dans les premières années de l'imprimerie. En gros, attendez, je crois que j'avais des trucs. Non, j'ai oublié de mettre ces deux images. Désolé. Qu'est-ce qui se passe entre Gutenberg et Janson? Alors, Gutenberg, on en a parlé. Gutenberg, comment dire, il, euh, il a gravé des caractères gothiques. Ça vous dit quelque chose, gothique? Oui, ok. Et 15 ans plus tard, un Français grave à Venise un caractère qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Janson, qui était le nom de son graveur, qui ressemble vraiment beaucoup au caractère que vous lisez aujourd'hui quand vous lisez un roman. C'est ce qu'on appelle un caractère romain. Il est né à Venise, puis c'est pas exactement romain, mais bon, par distinction avec le modèle gothique. Nous, ce qu'on s'est demandé, c'est qu'est-ce qui se passe entre les deux, pour le passage de gothique à romain qui ne se fait qu'en 15 ans, ce qui n'est rien du tout. On est au milieu du 15e siècle. En Europe, les premiers imprimeurs voyagent, installent des imprimeries, créent de nouveaux caractères, et on a des imprimeurs, enfin les typographes allemands qui s'installent plus au sud, notamment à Rome. Ici, c'est un caractère de deux graveurs de Mayence, la ville de Gutenberg, qui s'installe à Subiaco, dans les montagnes à l'est de Rome. Et ben, ils ont une culture gothique et ils doivent s'adapter au style de la Renaissance italienne, de l'humanisme, qui est ce que les Italiens appelaient la lettera antiqua, donc une forme d'écriture qui n'est pas du tout gothique, mais qui est plutôt d'inspiration donc romaine. Et cette espèce de passage d'un modèle à l'autre, on l'a exploré avec les étudiants en allant visiter des bibliothèques, des fonds d'archives pour consulter ces incunables, donc repérer où sont ces livres, aller les étudier, les photographier et reproduire ces caractères un peu à la manière de ce que je vous ai montré en prenant le modèle de l'écriture de Luxeuil et en faisant une fonte numérique. Pourquoi faire ça? Déjà, c'est pour réactiver ces formes parce que ces caractères n'existent plus sous forme numérique. Ils n'ont jamais été transportés, jamais été adaptés. Et aussi pour les comprendre et pour vraiment situer l'apport esthétique et stylistique de chacun de ces typographes dans ce passage progressif de gothique à romain. Ici, c'est un caractère gravé en 1463 à Subiaco, le monastère dans les montagnes, par Svanheim et Panhard, les deux premiers imprimeurs à avoir installé une imprimerie au sud des Alpes, donc dans un pays non germanique. Ça, c'est le deuxième caractère que gravent Svanheim et Panhard. C'est un de mes caractères préférés. 1467. Et donc, ça, c'est la version en haut, la version imprimée, et en bas, la version numérique. Toutes ces études de cas, en quelque sorte, étaient à la fois une recherche historique, matérielle, parce qu'on étudiait les caractères, et on le menait sous forme de workshop. On a mené comme ça 12 workshops. Il y a eu 150 étudiants en tout qui ont travaillé sur ce projet. C'était une équipe de la NRT. Généralement, on était 2 ou 3 à encadrer le workshop.
et des étudiants, généralement en master, plus rarement en bachelor, qu'on embarquait dans l'aventure. Et chaque ville et chaque workshop était l'objet d'un nouveau caractère. On appelle ça des revivals, c'est-à-dire des résurrections de caractères typographiques anciens. Donc, sur 3 ans de projet, de travail en tout, une douzaine de workshops, on a digitalisé de cette manière 15 fontes. Là, vous voyez ces fontes-là. Euh, Partager les résultats. Voilà, ça, c'est un site web, Gothica Antiqua. Il y a le programme, toutes les conférences, les différents revivals. Il y a 15 fontes numériques qui ont été produites et partagées sur le site de la NRT, puisque c'est aussi une forme de publication scientifique pour nous de publier la fonte numérique qui résulte de l'étude. Donc, partager vraiment toutes les sources et les résultats des recherches. Et un colloque plus traditionnel dans son format, avec un comité scientifique, des experts de différentes disciplines qui se réunissent. On a publié les actes du colloque, il y avait une exposition également où on a pu réunir tous les incunables étudiés dans l'école. C'était compliqué, hein, parce que c'était des livres extrêmement précieux. Donc, je vous laisse imaginer la logistique pour faire venir ces bouquins et les présenter, mais c'était une sacrée chance pour nous d'avoir eu la confiance de toutes ces bibliothèques qui nous ont prêté ces livres pour qu'on puisse présenter dans une exposition comment progressivement ce style typographique qui est, encore une fois, celui qui domine tous les imprimés en Occident depuis plus de 5 siècles, ce que vous lisez tous les jours, c'est apparu en très peu de temps. Et par quels moyens ce style est apparu, c'est un sujet qui n'avait jamais été étudié. Donc, on l'a fait en menant ces recherches, non pas en tant qu'historien, mais en tant que designer, puisque c'est ça notre travail, en faisant de la recherche par le dessin. C'est-à-dire c'était le dessin, redessiner les lettres qui nous permettait de comprendre l'apport de chaque acteur de cette transformation. Là, voilà, le corpus. Bon, je pourrais vous en parler 2 heures hein, du truc, mais c'est vraiment un gros travail et c'est exemplaire de la manière dont on veut faire des recherches à la NRT en mêlant donc différentes disciplines, différentes approches et où le design est toujours au cœur de la préoccupation. Alors, d'autres exemples là j'ai appelé ça variation, parce qu'on va parler de d'autres cas de figure, d'autres programmes de recherche qu'on mène à la NRT qui, à leur manière, tentent de transcrire des corpus textuels complexes qui sont sujets à beaucoup de variations. Alors ici, par exemple, une collaboration avec la BNF, le département Monnaie et Médailles, exactement, riche de plusieurs dizaines de milliers de monnaies anciennes, grosse base de données, des numismates, des épigraphistes qui étudient ces corpus, qui relèvent qu'est-ce qui est écrit sur les monnaies, qui déchiffrent ces monnaies, et quand ils les déchiffrent, dans les corpus, ils vont écrire, voilà, quelle est la légende de cette monnaie. En le faisant, ils identifient des formes de lettres singulières et progressivement, dans cette discipline, s'installe une conscience de la variante, de la valeur de la variante graphique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un corpus de monnaie ancienne, vous pouvez transcrire son contenu en Arial ou en Helvetica. Vous connaissez Arial ou Helvetica? Vous avez croisé ces noms-là. Eh bien, évidemment, en le faisant, on transcrirait uniquement le contenu textuel, mais en aucun cas l'aspect de ces lettres. Et là, les numismates se disent, mais attendez, pourquoi telle forme, telle lettre, tel E ou tel A, il a toujours cette forme-là dans tel atelier? C'est bien qu'il y a quelque chose de signifiant dans la forme du A, et pas seulement dans le fait que c'est un A. Donc, dépasser simplement la valeur textuelle pour être dans une transcription imitative et d'étudier la forme des lettres, c'est un basculement qu'on observe dans plusieurs disciplines. Et au moment de transcrire ces contenus sous forme typographique, ces chercheurs, là en l'occurrence en épigraphie, se retrouvent exactement dans la même situation que moi quand je m'intéresse à l'écriture de Luxeuil. Je me dis, est-ce que j'ai un outil typographique qui me permet de transcrire ça?
La plupart du temps, non. Parce que personne ne va produire des fontes exprès pour ça. C'est un besoin trop spécifique, trop précis, peut-être trop complexe. Et c'est dans ces moments-là que les chercheurs se tournent vers nous pour dire, bah, vous ne pourriez pas nous faire un outil avec ça, s'il vous plaît. Et, et on dit oui parce que c'est vachement intéressant. C'est des nouveaux territoires et c'est ça faire de la recherche. Si on ne va pas continuer à faire des fontes latines du soir au matin et faire des variations d'empattement, c'est intéressant, certes, mais ce qui nous intéresse, c'est dépasser les limites de notre discipline, aller explorer d'autres territoires. Et là, typiquement, et même presque paradoxalement, les formes de l'histoire regorgent des formes historiques regorgent de surprises. Et là, par exemple, c'est les variations qu'on a répertoriées dans un corpus de monnaie mérovingienne. Tout ça, c'est toujours le même mot, mais des variations de signes incroyables. Là, c'est l'alphabet de base, qui était dessiné en 2015 par Elvir Folklionovic. Et ça, par exemple, c'est juste des variations de A qu'on trouve dans des monnaies qui ont plus de 1000 ans. Hein. Ça, c'est mérovingien. Avec des variantes graphiques extrêmement inventives. Et ce corpus qui était au départ pour transcrire les monnaies mérovingiennes s'est étendu aux monnaies antiques. Et là, on a travaillé avec, toujours avec ces experts, plutôt dans des monnaies d'avant l'alphabet latin, et on a dû adapter cet outil typographique pour d'autres systèmes d'écriture. Parce qu'avant la naissance de l'alphabet latin, il y avait l'alphabet grec, puis avant le grec, il y avait le phénicien, et etc., etc. Donc, quand on étudie des monnaies, je ne sais pas moi, sumériennes, mésopotamiennes, c'est pas de l'alphabet latin. Donc, on va transcrire ça en phénicien punique, par exemple. Et là, il y a encore plein d'autres variations. Donc là, par exemple, vous avez une planche. Tout en haut, c'est le A. C'est le point de départ, c'est la lettre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais tous ces signes-là, c'est des alphas grecs, puis des aleph, donc toutes ces langues sémitiques qui amènent au A de l'alphabet latin. Donc c'est un peu la généalogie de cette lettre-là. Donc ça encore, c'est un objet très spécifique de transcription de légendes de monnaie. On pourrait se dire, c'est vraiment une mini niche, hein. Mais en lançant le programme comme ça, on se retrouve avec des étudiants qui parcourent toute l'histoire de l'écriture et qui vont faire des fontes à partir d'écritures anciennes pour lesquelles il y a quasiment pas de fonte, il n'y a pas de modèle numérique disponible. Donc voilà. Et alors, quand on fait ça, est-ce que c'est la vidéo? Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Ah oui, ça marche. Ça, c'est l'interface qu'on a développée pour les chercheurs pour pouvoir accéder facilement aux variations de texte. Donc, vous voyez, je sélectionne, là c'est un texte en grec, et je peux choisir ce qu'on appelle les ontographes, donc les lettres de base, et chaque ontographe met en surbrillance, attendez, je vais faire une petite pause, tac. Chaque ontographe met en surbrillance, là vous voyez, état, il y a toutes les variations dans la colonne du bas. Donc ça, c'est les allographes, donc les variantes graphiques. Et pourquoi on a développé cette interface? Parce qu'en fait, tout ça, ça utilise des techniques existantes, accessibles dans les formats de fichiers fonte actuels, mais c'est rarement bien implémenté dans les logiciels. Et il y en a qui travaillent sur Mac, d'autres sur PC, certains sur des systèmes libres, d'autres non, etc. Si on voulait que l'outil soit correctement utilisé et facile à utiliser pour ne pas aller dans des sous-menus invraisemblables pour accéder à ces variantes, on a créé un compositeur qui marche sur un navigateur qui active uniquement les trucs dont on a besoin. Donc c'est beaucoup plus simple pour les chercheurs pour composer les légendes de leur monnaie et ils ont accès comme ça à tous les scripts, donc pas seulement alphabétiques, et toutes les variantes avec une interface visuelle. Donc c'était un autre sujet intéressant en termes d'interface utilisateur. Parce qu'en fait, quand on fait ça, il ne faut pas seulement s'inquiéter de la forme des lettres. On a beaucoup parlé de la forme des lettres et des variations dans ces lettres,
mais il faut aussi s'intéresser à ce qu'on appelle l'encodage, c'est-à-dire comment ces lettres sont enregistrées à l'intérieur des fichiers. Ça va être l'objet de la dernière partie de cette conférence. Je vais vous parler de ça. Alors, clac, j'aurais dû le lancer avant. Ce que vous voyez défiler ici, c'est tous les signes du standard universel Unicode. Alors, l'Unicode, c'est quoi? C'est un standard de codage qui a été créé dans les années 90, au moment où les échanges numériques en ligne commençaient à se généraliser, et on avait besoin d'un standard qui répertorie tous les signes de toutes les écritures du monde. C'était en tout cas l'objectif de départ de l'Unicode, une espèce de langage, de codage universel. Pour traduire en information lisible par un ordinateur tous les signes de toutes les écritures du monde. Et à la vitesse où défile cette vidéo, pour tous les voir, il faudrait 3 heures. Je ne vous ai pas resté 3 heures là-dedans, hein, mais 3 heures, et l'alphabet latin, c'était 40 secondes, avec toutes les lettres, hein, alpha majuscule, minuscule, tous les accents. C'est-à-dire que sur ces 3 heures, notre alphabet, il dure 40 secondes. Ça vous donne une idée de l'immensité de l'étendue des signes, des écritures du monde. Le standard Unicode, je vous disais, a été créé dans les années 90. On va voyager un petit peu dans ces différents états parce qu'on va avoir des surprises. Alors, l'encodage, c'est quoi? C'est ce qui se passe quand j'appuie sur une touche. Vous savez que quand j'appuie sur une touche de mon clavier et pour qu'un A s'affiche, il va falloir transmettre des informations à l'ordinateur. Et les ordinateurs ne parlent pas avec des lettres, ils parlent avec des unités, des 0 et des 1, des binary units, ou bits. Et donc, traduire des lettres en bits, c'est ça le travail de l'encodage. Et selon le nombre de bits que je vais enchaîner, je vais avoir plus ou moins de possibilités. Le premier standard de codage qu'on a fait dans les années 60 est 7 bits. 7 bits, c'est 128 possibilités. Il y avait à peine la place pour mettre l'alphabet latin en majuscule, en minuscule, les chiffres de 3 ponctuations et ciao. 128, c'est pas assez. On l'a doublé, c'est devenu l'ASCII en 8 bits, mais c'était pas assez non plus. 256, et un peu plus, mais c'est pas suffisant. Et l'Unicode, on est sur des architectures en 24 bits. On a une architecture qui permet aujourd'hui 1 million de possibilités, plus d'1 million. Donc, on a nettement plus d'espace. Alors ça, c'était l'ASCII. Ça, c'est ce que je viens de vous raconter. Je vais un peu plus vite. Tac. Et ça, c'est la description de chaque signe en données dans le standard Unicode. Alors, un caractère, donc la lettre A qui a une identité qui est répertoriée dans le standard, peut avoir diverses formes. Toutes les fontes numériques que vous avez sur votre ordinateur, c'est autant de représentations de la lettre A. Donc, si on appelle ça, ces représentations visuelles, on appelle ça des glyphes. Le caractère, c'est un peu l'idée abstraite, comment dire, l'idée platonicienne du A, c'est le caractère. C'est l'élément linguistique de base, l'unité linguistique de base. On peut avoir le même glyphe, la même forme de A, pour traduire différents caractères. Ici, le même glyphe veut dire des choses différentes selon que c'est en latin, en grec ou en cyrillique. Et il n'est pas question que le latin, le grec et le cyrillique aient le même identifiant numérique. On a aussi des variantes, comme on l'a évoqué avec l'arabe ici, une lettre avec sa forme initiale, médiane ou finale. Et certaines variantes qui peuvent exister même dans l'alphabet latin, ici avec 2 formes de G. Ça, c'est la composition de l'Unicode. Je vais aller un peu plus vite. Il me semble que j'avais supprimé ces... Excusez-moi. Ouais, je crois que j'avais supprimé ces slides pour ne pas être trop long. Je veux donc, n'en voulez pas si je vais un peu vite sur certains trucs, parce que je n'aurai pas le temps de tout vous raconter. Ça, c'est les différentes versions d'Unicode. Créée en début 90, donc première version publiée en 91, 7000 caractères. La deuxième version, 5 ans après, et on a plus de 30 000 de plus, parce qu'on a ajouté
les idéogrammes chinois, japonais, coréens. Aujourd'hui, on est à presque 150 000 caractères encodés dans le standard Unicode. Vous voyez que ça progresse et que pour enrichir le standard Unicode, on a des écritures qui sont normalisées progressivement. Alors, on s'est occupé au départ des écritures les plus répandues. C'était le cas dans l'Unicode 1 avec enfin, je ne vais pas vous lire, il y en avait 25, je crois, latin, hébreu, arabe, cyrillique, grec, Devanagari, bengali, etc. Et puis donc, le chinois, japonais, coréen à partir de l'Unicode 2. Mais ensuite, d'écritures plus minoritaires se sont ajoutées progressivement à ce standard jusqu'à atteindre aujourd'hui 161 systèmes d'écriture dans le standard Unicode. Un travail de 30 ans hein, quand même. Nous, ça nous intéressait parce que l'encodage est au cœur de notre préoccupation lorsqu'on est dans des phénomènes de transcription de contenu qu'on a pu voir au début dans la première partie de cette intervention. Voilà. Et on s'est posé la question avec mon collègue Johannes Bergerhausen, qui vient de Mayence, comme un autre Johannes d'ailleurs, et en travaillant avec lui, il travaille beaucoup sur l'encodage et l'Unicode depuis longtemps, est venue cette question, mais au fond, on en est à 160. À l'époque, on était à 148 quand on s'est posé la question. Combien il y a d'écritures au total dans l'histoire de l'humanité? Combien on en a créé quoi? On s'est tourné vers des collègues à Berkeley, le Script Encoding Initiative, l'université de Berkeley, département linguistique, très actif dans l'encodage et l'adoption par l'Unicode de nouveaux systèmes d'écriture. Notre collègue est venu avec une réponse disant il y a 292 systèmes d'écriture répertoriés dans l'histoire de l'humanité. Okay, à l'époque, on était à l'Unicode 11, en 2018, on avait 146 dans l'Unicode, donc exactement la moitié. On s'est dit, mais bon sang, on a mis 30 ans et il reste la moitié du boulot à faire. Enfin, c'est flippant, quoi. Alors, je vous rassure, la moitié qui restait concerne peut-être 1% des scripteurs et des locuteurs de la surface de la Terre, parce que c'est les écritures les plus minoritaires. Mais tout de même, il faut quand même s'en inquiéter et se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait de cette partie qui manque? Donc, c'est 140 missing scripts. Donc, c'est comme ça qu'est né ce programme de recherche qu'on a lancé à cette époque-là, à la NRT, qui s'appelle The Missing Scripts, en se disant, bah, nous sommes plutôt des structures de recherche publiques, on peut consacrer de l'énergie et du temps et de la recherche à travailler sur ces écritures minoritaires. Allons-y, puisque manifestement, l'industrie, les grands acteurs de l'industrie numérique s'en désintéressent quand même pas mal. Alors, pour travailler sur ce sujet, on a commencé par faire un état des lieux, un état de l'art, comme on fait hein, quand on fait de la recherche, et en publiant un poster. Alors, le poster était une espèce de panorama de toutes les écritures du monde, classées par ordre alphabétique, depuis les plus anciennes jusqu'aux plus récentes. Donc, on a choisi, il fallait choisir un signe qui représente chaque système d'écriture. La plupart du temps, on prenait pour un alphabet la lettre A, ou alpha, ou aleph. Mais pour l'alpha, on était emmerdé parce que l'alpha, il a la même forme que le A. Pour le grec, c'est l'oméga qui représente l'alphabet grec. Pour les alphabets idéographiques ou logographiques, donc qui engagent la représentation, on avait des parties du corps humain. Pour les syllabaires, c'était la voyelle K, etc. Donc, base de données représentée sous forme d'un poster. Et là, vous voyez toutes les écritures du monde. Et il y avait un code couleur qui est appliqué à chaque fois, qui permet de repérer les écritures vivantes ou disparues et les écritures qui sont ou pas dans l'Unicode. Et on va parcourir ensemble cette base et vous verrez qu'il y a des surprises. Il y a un site web également qui s'appelle The World Writing Systems. Et cette affiche, on vient d'en faire la 4e version et toutes les autres sont en sérigraphie, format 80-120 comme cette affiche-là. Mais la nouvelle version est pliée, plus facile à envoyer. Et là, vous voyez donc la version imprimée de la 4e. Donc,
édition de ce poster, puisqu'il est mis à jour chaque fois que le standard Unicode est mis à jour, évidemment. Donc là, vous voyez, vous pouvez parcourir la base par période chronologique, région, ordre alphabétique, Unicode, statut, c'est-à-dire est-ce que c'est une écriture ancienne ou vivante. On peut accéder à différents niveaux d'information sur chaque écriture. Donc voilà, toutes les données qu'on a collectées sont réunies dans cette base. Alors voilà, en gros, ce qu'il y a sur ce poster apparaît sur cet écran. 4 couleurs différentes pour ces 4 catégories. Ici, c'est les écritures vivantes qui sont dans l'Unicode. Vous y retrouverez toutes les écritures majoritaires, occidentales, mais pas que. Donc ça, c'est des écritures qui fonctionnent, pour lesquelles on peut s'envoyer des messages, publier un site web, obtenir des fontes numériques, etc. Les brunes, marron, là, c'est les écritures qui sont dans l'Unicode, mais qui sont des écritures disparues. Parce que figurez-vous qu'on a besoin de fontes en hiéroglyphe égyptien ou dans d'autres écritures du passé pour retranscrire, comme on l'a vu en début de séance, des contenus du passé. Donc voilà, des historiens, des archéologues ont besoin de ces fontes-là. Et ça, c'est toutes les écritures qui manquent actuellement à l'Unicode. Ça veut dire que ces écritures-là, il n'y a pas de fonte, mais il n'y a même pas le moyen d'enregistrer un texte. Parce que il n'y a aucun standard qui permet de sauvegarder les informations textuelles dans ces écritures-là. Il y a les écritures anciennes non encodées. Alors pourquoi elles ne sont pas encodées? Soit parce qu'on ne les comprend pas, parce qu'il y a encore des écritures non déchiffrées, ou des écritures déchiffrées, mais pour des langues pas déchiffrées. C'est le cas de l'étrusque, par exemple, mais des écritures qui sont encore mystérieuses pour nous. On a répertorié les signes, aucune idée de ce que ça veut dire. Vous voyez, l'écriture de l'île de Pâques, par exemple, le Rongo Rongo, était très répandue avant l'arrivée des conquistadors. Aujourd'hui, on a des inscriptions en Rongo Rongo, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Et ce n'est pas le seul. Et ça, c'est là certainement la partie la plus importante. Vous voyez que c'est surtout dans le bas du tableau. C'est un tableau chronologique, c'est-à-dire que c'est les écritures les plus récentes. Elles datent, dans le bas du tableau, on est entre le 19e et le 21e siècle. Les dernières écritures, on a le Luo ici, et ouais, le Toto, je crois que c'est 2007 au Nigeria. Donc il y a des écritures qui continuent de s'inventer aujourd'hui, et toutes ces écritures-là n'existent pas sous forme numérique. Il n'y a pas de fonte, mais on ne peut même pas s'envoyer un SMS. C'est-à-dire que pour ces écritures-là, on vit comme avant Gutenberg. La seule manière d'échanger des textes, c'est par le manuscrit. Ça, par exemple, c'est la carte des écritures d'Afrique à l'heure actuelle. Il y a une vivacité scripturale en Afrique aujourd'hui qui est hors du commun. Pourquoi? Parce que on est dans la période, il y a une volonté de s'émanciper d'une présence coloniale qui s'exprime par l'écriture. L'alphabet latin a été utilisé pour transcrire un grand nombre de langues d'Afrique qui aujourd'hui revendiquent de réactiver soit des écritures anciennes, soit des écritures inventées pour porter des langues spécifiques. Donc il y a vraiment une vivacité comme ça très importante. C'est difficile à comprendre tellement on est conditionné par un paradigme occidental, latin, alphabétique, de comprendre cette existence, cette vitalité scripturale. Alors, une chose importante, la langue, ce n'est pas l'écriture. Ce sont deux choses différentes. Prenez par exemple l'alphabet latin qui sert à transcrire toutes ces langues-là. La langue latine, elle est parlée qu'à un endroit dans le globe, c'est le Vatican. C'est certainement je crois que c'est le plus petit État du globe, ou pas loin. Donc évidemment, la langue latine n'a plus aucune actualité, quasiment, elle est presque morte. Par contre, l'alphabet latin, qui est né avec la langue latine, s'est répandu pour toutes ces écritures-là. Donc il faut faire la distinction. On compte aujourd'hui sur la surface du globe un peu plus de 7000 langues pour environ, on va dire, entre 150 et 200 écritures. Voilà. Ces écritures, mais aussi ces langues sont en danger.
on considère que sur les 7000 langues du globe, la moitié vont disparaître d'ici la fin du siècle. Donc, pour sauver ces langues, il faut sauver ces écritures. Donc, ça donne un sens, finalement, à cet engagement qu'on a depuis plusieurs années à la NRT pour développer des fonds numériques pour des écritures minoritaires, parce que c'est un moyen aussi de sauvegarder des langues qui sont en voie d'extinction. Et c'est comme ça qu'on a rejoint le programme de l'UNESCO qui a été lancé fin 2022, la décennie internationale des langues autochtones, et qui a un plan d'action sur 10 ans pour tenter d'améliorer le sort de ces langues autochtones pour préserver ces écritures. Donc, je vais terminer cette présentation par quelques exemples de caractères typographiques dessinés à la NRT dans le cadre de ce projet. Ça, c'est les pays d'où viennent nos étudiants ces 10 dernières années. Ça fait 10 ans que l'atelier a rouvert. J'ai pris la direction fin 2012. On accueille des étudiants depuis 2013. Ils viennent, que je vous disais, du monde entier. Vous pouvez le voir ici. Voilà depuis 2016 les 12 étudiants qui ont intégré notre programme, The Missing Scripts, vous voyez, qui viennent d'un peu partout, et les écritures sur lesquelles ils ont travaillé. Je vais les détailler très vite, hein, ils ne m'en voudront pas. Ici, le paléo-hispanique, c'est un système d'écriture apparu dans la péninsule ibérique, donc au tournant de notre ère, grosso modo, qui est en passe d'être encodé. Il y a une querelle actuellement entre experts sur le statut de quelques signes dans le paléo-hispanique qui font que l'encodage est pas complet, enfin, n'est pas validé. Mais voilà, il faut aussi. C'est intéressant ces débats scientifiques. Là, il y a deux écoles. Vraiment, ils ne sont pas d'accord sur un signe. Donc, nous, la fonte, elle est prête, mais l'Unicode a dit tant que vous n'êtes pas d'accord, on ne fait rien parce qu'on ne peut pas revenir en arrière après, une fois que c'est publié. Mais c'est super parce que là, on travaille avec ces équipes, ils sont à Barcelone. Des signes très intéressants. Paléo-hispanique, c'est le premier qu'on a dessiné. La FACA, ça, c'est une écriture du Suriname. Et c'est une écriture créole. Et c'est Afaka Atumissi qui, en fait, il y a une espèce de chef de l'écriture dans le peuple Afaka, qui est le dépositaire de l'écriture. Et l'inventeur, c'était Afaka Atumissi. Comme dans de très nombreuses légendes associées aux écritures inventées, il lui est venu en rêve. L'histoire, elle revient, mais il y a je sais pas, au moins 12 exemples d'écritures qui sont venues en rêve à leur inventeur. C'est le cas pour la FACA. Et cette écriture lui est venue en rêve l'année où la comète de Halley est passée dans le ciel. Et la comète de Halley, c'est l'espèce d'étoile que vous voyez là dans la première et la deuxième ligne. Et là, son glyphe dans l'écriture. Et donc, cette écriture à FACA a été en passe d'être encodée également. Il y a un nouveau chef de cette écriture, il s'appelle André Pacosi. Et voilà, on travaille aussi avec des scripteurs. À chaque fois, quand c'est une écriture vivante, il s'agit de travailler avec les populations concernées. Donc, avoir des relais, soit des experts, soit des chercheurs, soit idéalement des scripteurs, des locuteurs, pour avoir des retours. Là, Parimal, lui, un étudiant indien, il a travaillé sur le charada. Charada, une écriture du Cachemire. Lui, il était plutôt expert dans d'autres écritures de l'Inde. Il y a énormément d'écritures différentes en Inde, sans parler des langues. Lui, il s'est formé au charada parce que c'était la région dont était originaire sa famille. Et pour lui, il est allé faire des recherches sur le charada, apprendre à l'écrire, comme je vous montrais l'écriture de Luxeuil tout à l'heure, et en même temps se former au type design latin, avec le même outil, mais orienté dans l'autre sens. Vous voyez que ici, l'outil, il est penché comme ça, et là, pour tracer, il est penché comme ça. Donc, le même outil sert pour les deux écritures, et voilà, et encore une fois, passer du manuscrit au dessin, à la digitalisation, à la production d'une fonte opérationnelle, tout un parcours pour lequel, au fur et à mesure, on a développé des process de développement. Là, vous voyez les deux fontes côte à côte par IMAL. Ici, le Divzakuru, c'est une écriture des îles Maldives, écriture qui a disparu au XVIIIe siècle lors de l'islamisation de l'île.
qui est passé avec une autre écriture qui s'appelle le Tana, qui est une autre écriture passionnante. Mais le Divzakuru, il n'existait aucune fonte en Divzakuru, et c'est Fernando, qui est brésilien, qui a développé ce caractère. Les lamites linéaires, c'est une superbe histoire. La personne que vous voyez au milieu, François Dessay, archéologue français, a déchiffré entre 2017 et 2018 cette écriture, les lamites linéaires, qui est la première écriture phonétique de l'histoire de l'humanité. Et ça a complètement renversé toutes les théories d'apparition d'écriture. On pensait que c'était une filiation sumérien, mésopotamie, phénicien, grec, latin, paf, en droite ligne comme ça. Et lui, expert de la civilisation élamite, donc là on n'est pas en Mésopotamie, on est en Iran, en face du golfe Persique. Et là, on se rend compte que 2300 ans avant Jésus-Christ, un système d'écriture apparaît qui est entièrement abstrait et entièrement phonétique. Et là, pour les archéologues, c'était un scoop incroyable, si bien que plein de gens ne lui ont pas fait confiance. Il a annoncé sa découverte. Pendant 2 ans, personne ne voulait le croire. Et il a fallu attendre la publication de son article dans le fameux journal d'assyriologie pour que tout le monde dise « Ah oui, là, en effet, bien joué ». Et donc, quand j'ai vu les premières annonces, j'ai appelé ce François Dessay en disant « Mais c'est super intéressant, vous ne voulez pas qu'on travaille ensemble pour en faire une fonte? Nous, on pourrait vous aider à l'encoder et à travailler avec l'Unicode pour pouvoir réactiver cette écriture qui a l'air passionnante. » Et il est venu, on a travaillé avec Sina, qui est à droite, un étudiant iranien, qui a travaillé avec François, et il a fait donc le projet que vous voyez là, la première fonte et la mythe linéaire, et on travaille à la normalisation de cette écriture qui devrait sortir en Unicode dans 2-3 ans, disons, le temps que tout passe. L'élimaïque, une autre écriture d'Iran, qui est dérivée de l'aramaïque par Morgan Pearson. Là, je vous montre une fonte, c'est qu'est-ce que deviennent ces fontes là typiquement? Elle est publiée par Google dans les fontes Noto. Noto, c'est un projet de fonte qui couvre toutes les écritures de l'Unicode. Donc, Noto, Google, quand ils ont besoin de fontes pour des écritures qui viennent d'entrer dans l'Unicode, bien souvent, il n'y a qu'un expert ou une experte, c'est à l'NRT. Donc là, c'est le cas pour Morgan qui a fait le Noto Elimaïque. Toujours en Iran, ici Amir Moslei, architecte de formation, type designer et calligraphe persan, expert, extraordinaire, je n'ai jamais vu ce niveau-là, et qui s'est spécialisé dans une écriture des Zoroastriens. C'est une écriture du moyen persan qui est toujours active aujourd'hui dans cette communauté-là, qui s'appelle le Bouk Pahlavi, qu'il a transcrit également dans une fonte numérique. Et, mince, pardon, je suis allé trop vite. Et je vais finir par 2 écritures fascinantes. Les hiéroglyphes égyptiens, ici une stèle, la stèle de Bentrech. Ça, c'est ce qu'en avait fait l'imprimerie nationale. L'imprimerie nationale, 20 ans après le déchiffrement de Champollion, ils avaient déjà développé un caractère hiéroglyphique en plomb. C'est un tour de force technique invraisemblable. Techniquement, c'est complètement fou. De réussir à faire ça en plomb, c'est une espèce de Tetris. Un étudiant, Pierre Fournier, a étudié cette transcription typographique et aller à l'imprimerie nationale, à exhumer des travaux d'archives, des traces de ce développement, etc. Et à développer pour une équipe d'archéologues à Montpellier une fonte numérique en hiéroglyphe égyptien, que vous voyez là, inspirée du caractère de l'imprimerie nationale, mais améliorée sur le plan des sources, de la scientificité des signes et de sa lisibilité. Voilà les limaïques, il faut que je passe vite. Et je vais finir sur les hiéroglyphes mayas. Alors là, c'est certainement le plus gros morceau qu'on ait abordé jusqu'à présent en termes de complexité, puisque les hiéroglyphes mayas sont d'une plasticité absolument invraisemblable en termes de variation de dessin, etc. Là, c'est un étudiant qui s'appelle Alexandre Bassi, qui a étudié le codex de Dresde. Alors, les codices, codex, les livres mayas, il n'en reste plus que 4. Tout cramé. Vraiment, tout a disparu au moment de les Espagnols ont vraiment tout détruit
les livres. Il en reste plus que 4 et le mieux conservé est à Dresde. C'est ce codex qu'a étudié Alexandre. Et encore une fois, le seul endroit où on avait dessiné un caractère pour les hiéroglyphes mayas, c'est l'imprimerie nationale. Donc finalement, il y a une filiation. Je vous ai dit que la NRT était née à l'imprimerie nationale. Aujourd'hui, on poursuit cette mission de l'imprimerie nationale qui, pendant des siècles, était le seul endroit où on pouvait écrire, composer un livre dans presque toutes les écritures du monde. Donc ça, c'est le caractère de l'imprimerie nationale. Ça, c'est le travail de déchiffrement qu'il a mené avec une équipe de mayanistes. Et là, c'est une petite vidéo qu'il m'a envoyée de l'avancement de son projet, où là, il travaille avec tous ces gens-là, aux États-Unis essentiellement. Et là, voilà, il a réuni un peu sa méthode. Aujourd'hui, il a étendu le corpus au corpus euh, épigraphique, donc des caractères gravés. Vous voyez des photos, et il faut se repérer dans ces photos. Et tout ce que vous voyez là, c'est des éléments textuels, les éléments qui apparaissaient en surbrillance, qui servent à composer les hiéroglyphes. Mais chaque signe est composé d'une multiplicité de couches de sens. Ça, c'est de la manière dont il dessine dans un éditeur de fonte en vectoriel, avec différentes trames qui sont signifiantes également, un dessin. Et ensuite, il faut composer les quadras parce que chaque dessin correspond à une syllabe, mais ils vont comment dire, se compacter ensemble comme un Tetris. Vous voyez que le quadrat, il est composé de plusieurs signes qui correspondent à des voyelles et qu'il faut faire des fontes qui sont élastiques, où les dessins vont s'adapter à l'espace disponible. C'est invraisemblable. Là, voilà une transcription d'une stèle. C'est fou, non? Donc ça, c'est un projet en cours. Alexandre a la chance de travailler avec l'équipe de Mayanistes et des développeurs chez Microsoft pour vraiment travailler sur des prototypes. Ce seraient vraiment les premières fontes fonctionnelles avec l'équipe en charge de l'encodage de ces écritures-là. Donc c'est des hiéroglyphes mayas, mais c'est un challenge à la fois en termes de dessin et en termes de production des fontes qui est assez vertigineux. Donc voilà où nous emmènent ces recherches actuellement à Nancy. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez les différents liens vers toutes ces ressources sur le lien suivant. Voilà, je vous remercie beaucoup. On est au début d'échange avec la salle. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques. Priorité aux étudiants, désolé Guillaume, dans le premier temps. C'est un cours mini-jeu aide. Voilà, si vous pouvez juste vous dire avant les questions si vous êtes de mini-jeu ou de la aide, puis après on ouvrira aux autres personnes. Et n'hésitez pas. Hein. Et je vous demanderai de répéter la question quand même pour les personnes en ligne. Merci. De mini-jeu, de la aide. Oui, oui. oui. Je suis de la aide. Oui, du coup, en fait, j'aimerais très bien si vous pouviez développer cette dernière partie-là, justement, parce que combien de temps ça prend et combien de personnes travaillent dessus et tout, comment mobiliser ça, je voulais dire. Et les gens qui sont les gens qui parlent, comment ça va être contacter ces gens, est-ce que vous pouvez venir sur place, parler les langues en question, et comment se fait le recrutement un peu des étudiants Merci. Alors, je répète la question pour juste les gens qui nous écoutent sur Zoom. La question, pardon, votre prénom? Dina, de la aide, était voilà, sur le nombre de personnes mobilisées sur un projet comme ça et comment on constitue les équipes pour les conduire. Alors, en fait, le projet, comme je précisais, a été créé, on a démarré ça en 2016. Chaque année, une ou deux bourses de recherche sont consacrées à ce projet-là. On annonce au moment de l'appel à candidature qui est à destination des étudiants diplômés de master, puisque c'est un post-master, on annonce les écritures sur lesquelles on peut potentiellement travailler.
on a quand même une liste, on a un pipeline qu'on partage avec nos partenaires universitaires pour viser les écritures sur lesquelles il y a vraiment un truc à faire, il y a une possibilité de faire quelque chose. Parce que ce qui est déterminant, c'est, et tu mets bien le doigt là-dessus, c'est trouver les bons interlocuteurs, avoir accès aux sources, avoir accès à des experts qui nous donnent un feedback, comme ça, et c'est comme ça que se constituent les équipes. C'est très important que ce soit un travail en partenariat. On travaille avec des linguistes, on travaille avec des archéologues, on travaille avec des historiens, des développeurs, des ingénieurs, et c'est à ça que sert la NRT. C'est-à-dire que moi, mon travail, c'est ça, c'est mettre les gens en relation. Je suis expert d'aucune des écritures dont je vous ai parlé ce matin. Mes étudiants en savent plus long que moi là-dessus. Par contre, moi, mon rôle, c'est de mettre ces gens en relation, d'aller trouver, et puis après, de travailler grâce à voilà, tout ce travail de publication scientifique, de valorisation, etc., c'est pour être identifié sur ces sujets-là. Alors aujourd'hui, l'enjeu, c'est de travailler sur les écritures, non pas que les écritures anciennes, parce que ça, j'ai envie de dire, la recherche universitaire, ça marche. Hein. Avoir accès aux états de l'art, à la recherche qui se fait actuellement, c'est possible. Par contre, sur les écritures vivantes, comment activer les relais politiques, comment faire en sorte que les choses évoluent sur le plan de l'éducation, etc. Là, on a besoin de passer par d'autres types d'organisations, et c'est le rôle là de l'UNESCO. C'est assez récent, hein, mais j'étais le mois dernier à la conférence mondiale d'UNESCO pour parler de ça, de dire, ben voilà, on peut faire évoluer les choses, et on parle là de digital empowerment, c'est-à-dire d'autonomie numérique pour ces populations-là, parce qu'avant de parler d'IA, etc., ce serait déjà bien que chaque peuple puisse s'exprimer dans sa langue et dans son écriture. Donc, il ne s'agit pas de gros moyens. C'est beaucoup de travail, mais la NRT, on est, voilà, je vous dis, on est une quinzaine de personnes. On recrute dans le monde entier, mais c'est une mini niche. Mais c'est notre rôle en tant que lieu de recherche et d'enseignement de faire tout notre possible pour contribuer à ça. Parce que Apple ou Microsoft ou même Google, ils ne consacrent pas de fonds à ça. Parce qu'il n'y a pas comment dire, sur les langues disparues, ils s'en foutent pas mal, il n'y a pas de marché. Par contre, sur les écritures d'Afrique, là, on sent que les choses commencent à bouger et que là, ils ont besoin de chercheurs et de designers qui s'y consacrent. Mais voilà, au départ, c'est quelque chose de désintéressé, vraiment. Et encore une fois, pour élargir le spectre de la recherche en typographie. Mais ça se fait dans une économie relativement modeste et avec des équipes petites. Mais il faut trouver les bonnes personnes à chaque fois. Et l'Unicode nous aide beaucoup là-dessus. Oui. Merci. Oui. Oui. Je me demandais si vous vous intéressiez plutôt à retranscrire de manière extrêmement fidèle par rapport aux écrits que vous avez, ou est-ce que art de designer vous amène à esthétiser parfois? Ouais. Alors oui, pardon. La question porte sur est-ce que l'esthétique l'emporte parfois, enfin, s'exprime aussi en marge de la rigueur scientifique, puis la volonté de fidélité par rapport aux sources. C'est une excellente question. En fait, bien souvent, on a besoin d'avoir des designers pour aborder les formes. Ça paraît évident comme ça, mais en fait, on s'est rendu compte en travaillant avec des historiens dans différentes disciplines que les designers, quand ils sont formés, il y a un apprentissage du regard, on ne voit pas les mêmes choses et on ne les synthétise pas de la même façon. Et on est amené à faire des découvertes de cette manière-là, en faisant de la recherche par le dessin. Ça, c'est vraiment important pour identifier les formes et saisir la grammaire visuelle qu'il y a dans les signes. Et ça, c'est des choses qui sont complètement étrangères à beaucoup d'autres disciplines, y compris dans l'histoire des textes. Donc, une grande partie de mon travail, quand je travaille avec des gens dans d'autres disciplines, c'est de faire considérer cet apport-là. Aujourd'hui, ça progresse, on progresse beaucoup là-dessus. Mais il y a une combinaison qui est à trouver. Ça ne nous empêche pas aussi de dessiner des fonds pour le pur plaisir
des formes, hein, pas de problème. Mais là, quand on est sur l'adaptation d'une écriture, quand bien souvent la fonte qui va en résulter aura valeur de modèle parce que ce sera l'une des seules accessibles, on se doit d'être le plus comment dire, exigeant et sérieux possible et de taire un petit peu l'indépendance et le libre arbitre pour essayer d'être fidèle à la source. Mais encore une fois, cette fidélité, quand on transcrit, on pourrait se dire c'est simple, une fonte du 15e siècle, la convertir en numérique, comme avait fait le premier paléographe qu'on a vu, je fais un scan et puis je le convertis en vecteur. Ben non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Parce que c'est deux langages complètement différents. Donc, savoir où placer ces vecteurs, faire abstraction du grain de l'impression, de foulage, etc., pour retrouver l'intention de dessin, c'est vraiment une sensibilité visuelle. Et là, je pense que le designer s'exprime peut-être de manière très ténue, mais s'exprime toujours. Et de toute façon, la typographie, c'est ça. Hein. C'est s'exprimer. On fait un métier, quand on est type designer, bien souvent, pour du caractère de texte, si on a bien fait son travail, on n'est pas vu. C'est extrêmement discret comme pratique, parce que ça ne doit pas être noté. Si vous lisez un texte et qu'à chaque lettre, vous repérez les lettres, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, c'est vraiment une manière de s'exprimer toujours un peu en sourdine. Et c'est intéressant aussi de considérer des champs de création où on agit au service de quelque chose. Par exemple, je dis souvent aussi, en tant que type designer, la fonte n'existe qu'à l'intérieur d'une autre création, et même d'un enchevêtrement de création. Parce qu'une fonte sans texte n'existe pas. Et une fonte sans designer, sans graphiste qui l'utilise, qui la spatialise, n'existe pas non plus. Donc, finalement, c'est une création qui est tributaire de création extérieure. Parce que la mise en page ou le texte n'est pas du ressort du dessinateur de caractère. Donc, c'est créer des outils qui sont utilisés par d'autres. Donc, d'emblée, ça vous place dans une position de designer. Je ne dis pas que c'est nécessairement modeste, mais discret, au moins. Je pense. Mais c'est un. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont graphistes et qui ont envie d'aller chercher de ce côté-là. Il ne s'agit pas nécessairement d'être. Là, je vous ai montré des choses très poussées, très érudites, parce que c'est des programmes de recherche ambitieux qui sont nés à haut niveau. Mais une grande partie de mon enseignement pendant longtemps en école d'art, ça a été désacraliser le dessin de caractères. C'est-à-dire, c'est abordable, tout le monde peut dessiner des caractères. Et on n'est pas obligé de le faire en respectant les règles et les canons historiques. Une fonte, c'est un outil. Et quand on est graphiste, ben, on peut tout à fait s'approprier les fontes, les changer, les modifier, en créer d'autres à partir de rien. Et c'est une pratique comme une autre. Il faut s'approprier ces outils-là. Donc voilà, il faut, vous répondre un peu une chose et son contraire, mais à la fois quand on sert de la recherche, il faut avoir toute l'exigence qu'on peut dans une démarche scientifique, mais en même temps, ça va, c'est juste des fontes, c'est juste de la typo, on risque rien. Hein. Donc il faut aussi savoir prendre ça avec légèreté à d'autres moments. Voilà. Merci. J'ai une question en ligne d'une personne qui demandait Antico ou Antica. Ouais. Comment c'était fait le choix des 15 caractères? Ah oui, alors là, ça c'est une recherche. Oui, ouais. Alors, la question sur Gothico Antiqua, comment était composé le corpus? Alors, j'ai oublié de citer Jérôme Knebusch, enseignant à la NRT, designer franco-allemand, type designer et graphiste, qui enseigne à la NRT depuis sa réouverture. C'est lui vraiment le grand architecte de ce projet-là. Il l'a conduit du début à la fin. C'est lui qui a dessiné le catalogue, qui a fait le commissariat de l'exposition et qui a conçu, qui a identifié le corpus. Alors, le corpus, il a été donc défini par Jérôme Knebusch en relation avec beaucoup de recherches sur l'histoire du livre, etc. C'est vrai que ça n'avait pas fait l'objet de publications de référence, et en fait, en faisant l'historiographie du concept de gothico-antiquois, proto-romain, hybride, ces trois termes sont
les trois termes qui coexistent dans la littérature pour dire c'est un truc entre les deux. Ce style-là, entre Gutenberg et Janson, on ne savait pas le nommer. Et les historiens, quand ils parlaient de cette époque, utilisaient toujours des termes. Il y en avait même un qui s'appelle Fere Humanistica, ça veut dire presque humaniste. En gros, c'est toujours un truc inaccompli. Et c'était relativement, comment dire, déconsidéré. Cette période qui était vécue comme 15 années transitoires où on ne sait pas trop où on est, quoi, c'est flou. Lui, il avait épluché toute la littérature sur le sujet. Puis nous, au contraire, en tant que designer, on se disait, mais c'est pas flou, c'est là que toutes les décisions se prennent. En 15 ans, ils ont résolu tous les sujets. Quand on arrive à Janson, 15 ans après Gutenberg, en 15 ans, c'est bon, tout est réglé. Les mecs, c'était des designers de génie. Et quand on met ça en relation avec leurs moyens graphiques, gravure de poinçons, des mecs qui partent sur les routes pour installer des imprimeries dans différents lieux d'Europe sur une nouvelle technologie. C'est la typographie plomb, c'est une nouvelle technologie au milieu du XVe siècle. Donc, c'est fascinant de se mettre dans les chaussures de ces gens-là. Et comment on fait pour identifier? On repère, on sait le nom des premiers imprimeurs, on suit leurs traces, on regarde quels sont les premiers livres qui sortent de leur presse. Il y a des très bons catalogues en ligne, le TV, le ISTC, etc., enfin des répertoires qui existent, et ça permet de repérer des jalons stylistiques. Alors ça commence avec Fust et Schoeffer, qui étaient les deux associés de Gutenberg en 1458. Le premier caractère, c'est le Durandus de 58, donc 3 ans après la Bible de Gutenberg, par les deux associés de Gutenberg, une fois qu'ils ont foutu Gutenberg à la porte. Gutenberg n'a pas réussi à rembourser Fust, à qui il avait pris de l'argent pour monter son entreprise, et puis il a été évacué de l'affaire, et ses deux associés ont fait fructifier l'entreprise. Mais bref, ça commence là et ça finit à Janson. Et entre-temps, on a aussi identifié des résurgences de ce style à la fin du 19e siècle dans les arts and crafts, William Morris, les presses privées avec la Kelmscott Press, mais d'autres presses anglaises et allemandes, Ashenden, enfin bref, d'autres presses privées qui à un moment remixent le gothique à la fin du 19e. Le mouvement du Gothic Revival qui va s'accompagner d'hybrides aussi. Mais là, c'est vraiment un travail scientifique fait avec des codicologues, historiens du livre. Et puis aussi, pardon, dernière chose sur Gothique Antiqua, l'autre chose importante, c'était d'accéder aux sources. Parce que chaque revival est dessiné d'après les sources originales. Donc, si on partait à Toulouse, c'était pour aller dans l'école d'art de Toulouse pour trouver tel exemplaire de tel imprimeur de Toulouse du XVe siècle. Donc, il y avait aussi, c'était en partie déterminé par la géographie et l'accès aux incunables. Voilà. Guillaume, tu as le droit de poser ta question. Ouais. Monumental dedans, mais comment ça se passe quand tu te confrontes à des politiques de caractères qui sont monstrueuses comme le chinois? C'est qu'on va corriger ce soir qu'on attend le chinois sur la tête. Ouais. Il y a jamais, parce que là on parle de 50 000, 60 000, 80 000 caractères. Ouais. Et là, c'est plus forcément une question de retrouver une perte d'historicité de la vie. On nous dit, en fait, le temps de travail, comment on fait pour essayer de caractères de 40 000? Ouais. Ça, c'est un problème majeur. À l'heure actuelle, on n'a jamais travaillé sur le chinois à la NRT pour le moment. Pour autant, on a Émilie Rigaud, qui est enseignante dans l'équipe depuis 10 ans, qui finit sa thèse à l'INALCO sur la typographie japonaise, donc qui connaît très bien ce sujet-là, et comment on a historiquement fait face avec des techniques typographiques à la complexité de systèmes idéographiques, donc japonais, chinois ou même coréens, comment on gère plusieurs dizaines de milliers de signes. Et effectivement, il y a un temps incompressible de développement du fichier qui, aujourd'hui, n'est pas encore complètement solutionné. Ça demande beaucoup de travail. C'est ce qui fait que les fontes CJK, donc chinoises, sont plus rares, plus coûteuses, et qu'il y a moins de fonderies qui ont la capacité de traiter des dossiers de cette complexité-là.
moi, je suis avec beaucoup d'intérêt le développement d'un nouveau logiciel qui s'appelle Fontra par l'équipe de Black Foundry, Jérémy Ornus, qui est un ancien enseignant de la NRT. Fontra, c'est un logiciel qui va grandement simplifier le développement de fontes de ce type-là, qui utilisent des radicaux, mais avec des formes paramétriques. Ce n'est pas du métafonte non plus, mais c'est vraiment intéressant l'interface qu'ils ont développée. Je pense que eux, c'est leur expérience dans le développement de fontes très, très étendues qui les ont amenés à développer des solutions numériques de ce type. Alors, ils le font depuis leur savoir-faire dans leur entreprise, mais je suis très curieux de voir la suite de Fontra et je pense que ça va certainement nous ouvrir d'autres perspectives et peut-être qu'avec des outils comme ça, on pourra aborder des quantités de signes comme ça. Tu as parlé un petit peu de typographie un peu fictive, en aparté, ouais. Mais non, parce que des codecs comme celui de Voynich ou des fonds chez Tolkien ou dans des vidéos, genre de choses, ouais. Ça peut aussi amener à un travail sur des textes un peu historiques, mais aussi d'avoir des choses dans la culture qui peuvent être déclinées dans des. Absolument. Ben, par exemple, je ne sais plus si le Klingon, c'est l'écriture de Star Trek. Je crois qu'elle est dans l'Unicode. En tout cas, elle est répertoriée comme une écriture potentielle parce qu'un des critères de l'Unicode, c'est qu'il faut que cette écriture soit pratiquée dans une société, dans un groupe social. Et les fans de Star Trek s'écrivent en Klingon. Donc, il y a des publications en Klingon. Comme dans la communauté des amateurs de Tolkien. Donc, ces écritures fictives peuvent devenir des écritures en propre, j'ai envie de dire, parce qu'elles deviennent un moyen de communication au sein d'une société. C'est ce qui a mené à l'apparition des emojis dans l'Unicode. C'est venu dans les fin des années 90 de l'utilisation des pictogrammes sur les pagers. Au Japon, ça a été identifié, répertorié, c'est comme ça qu'on a mis le doigt dans l'engrenage des emojis. Aujourd'hui, c'est l'Unicode qui standardise les emojis. Quand vous faites une mise à jour sur votre téléphone, ça vous arrive de découvrir des nouveaux emojis. Tout le monde a vécu ça, non? Ouais. Ça veut dire qu'en faisant la mise à jour de votre téléphone, vous avez eu une mise à jour de l'Unicode. Et vous profitez d'une version plus récente de l'Unicode et des nouveaux emojis qui apparaissent, mais qui vont ensuite être transmis d'un appareil à l'autre avec des bits dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est là qu'on comprend que la normalisation, elle est très, très concrète sur ces choses-là. Vous avez un nouveau signe à échanger avec vos amis, peu importe. Mais ça veut dire aussi, c'est quand même un consortium non lucratif qui statue sur l'intégration ou non de tel ou tel emoji. Et c'est quelque chose de très politique. On l'a vu sur la cas des emojis, sur la représentation d'armes à feu, la représentation des questions de genre. C'est des sujets centraux aujourd'hui. Et c'est vachement intéressant, c'est-à-dire on continue aussi à inventer des signes avec cette écriture néo-logographique qu'est l'emoji. Donc, vous avez parlé de typographies qui sont appelées par le passé et par le présent. Est-ce que de l'avenir, la collective, ouais. est-ce qu'il y a une part de recherche aussi une nouvelle écriture? Bien sûr. Salut Annette, merci. Oui, Eugénie Bidault, elle a fait ses recherches à l'NRT, donc c'est mon étudiante et l'écriture inclusive, ça nous intéresse beaucoup. Encore une fois, c'est des nouvelles manifestations d'écriture et de typographie et des profils comme Eugénie ou comme tout le travail de la collective Bye Bye Binary. Évidemment que ça nous intéresse beaucoup parce que c'est des transformations de moyens de véhiculer le texte pour que la typographie représente aujourd'hui le non-binaire, le non-genré. Et
voilà, moi, on considère ça avec beaucoup d'intérêt. De même que les emojis, n'allez pas croire qu'il y a du mépris. Quand je parle d'emojis, je fais des blagues, mais on a consacré un colloque en 2018 sur ça s'appelait écrire avec des images, sur la question de l'emoji et comment l'emoji réactive des principes qu'on trouve dans les hiéroglyphes, qu'on trouve dans l'isotype de Tonoirat ou dans d'autres principes de codage, etc. Donc, toutes ces manifestations, effectivement, on les regarde avec beaucoup d'intérêt. Après, on essaye de réunir l'expertise en faisant des rencontres, des échanges, accueillir des gens en conférence, programmer des colloques, partager ces connaissances-là, c'est super important. C'est ça c'est ça la recherche. Hein. Quand on fait de la recherche, il ne s'agit pas d'être plus sérieux ou moins sérieux. C'est qu'à un moment, quand on passe à la recherche, en master et puis surtout en troisième cycle, c'est qu'à un moment, on ne travaille plus que pour soi, on travaille à l'échelle de la discipline. C'est ça le vrai passage. C'est qu'à un moment, pour que la recherche fonctionne, il faut partager les résultats et travailler au sein d'une communauté. C'est l'examen par les pairs, c'est la valorisation, la publication, etc., pour faire en sorte qu'on progresse en tant que discipline. On fait progresser les connaissances. Et c'est pour ça que c'est très important quand on développe une structure de recherche, telle que la NRT, ou le travail que mène Anthony ici, d'associer l'ancrage avec la pédagogie, mais aussi tout un travail de valorisation et d'échange avec la communauté scientifique. Parce que ça commence par là. Si vous ne voulez pas répéter quelque chose qu'un autre a fait de l'autre côté de la planète ou dans la ville d'à côté, il faut être au courant de ce qui se fait. Et pour être au courant, il faut partager et publier. Là-dessus,